Bonjour, je vous remercie de me retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Si vous débarquez sur cette chaîne ou sur cette playlist, je vous informe que les vidéos de cette playlist de développement personnel s'inscrivent toutes dans une progression logique. Aussi, je vous suggère vivement de récupérer la playlist depuis le départ. Son lien figure dans la description sous cette vidéo. Alors, dans la précédente vidéo de cette série, je m'étais posée comme une nulle, n'étant pas psychologue, pour parler de l'effet miroir. Aujourd'hui, de nouveau, je me retrouve dans un de mes domaines de spécialité, la communication. Nous allons parler du pouvoir des mots et tout ce que nous allons raconter va être au service d'expliquer le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Impeccable, ça veut dire en fait sans péché. Et si on regarde la véritable étymologie du mot péché, la religion a dit qu'en fait c'était la transgression de la loi divine, donc une faute qui a priori requiert une punition, mais la véritable étymologie du mot péché, qui vient du latin peccare, signifie avoir fait une erreur, avoir fait un faux pas, avoir fait une faute. Mais c'est vraiment faute dans le sens d'erreur. Donc en fait, péché, c'est se tromper, dans ce sens-là. Donc une parole impeccable, ce serait une parole sans erreur, donc on pourrait dire une parole juste. Nous allons parler donc aujourd'hui du pouvoir des mots. Le sujet est extrêmement vaste, en plus c'est un de mes domaines de spécialité, je pourrais facilement en parler pendant une semaine, mais je vais plutôt essayer de vous faire une vidéo aux alentours de 30 minutes, donc bien entendu, cela restera incomplet, mais on va essayer de poser ici un état d'esprit et quelques clés de compréhension. Bien entendu, il y a pléthore de théories sur le sujet qui sont tout aussi valables les unes que les autres. Pour ma part, c'est vrai que j'aime beaucoup, souvent, me plonger sur des écrits anciens, en l'occurrence sur des textes sacrés, et cette importance de la parole, c'est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les grandes religions et traditions. Pour exemple, l'un des 10 commandements, c'est de bannir la médisance et le mensonge. Dans l'islam, il y a des lois qui définissent 6 grands crimes, dont l'un est la fausse accusation. Dans l'hindouisme, il y a un concept central de non-nuisance, non-violence qui se décline dans un petit peu tous les domaines de la vie, et l'un d'eux est la parole. Ainsi, dire du mal de quelqu'un, y compris de soi-même, est absolument proscrit. Dans le bouddhisme, dans les 8 chemins qui mènent à la libération, il y a le chemin de la parole juste. Je vais venir sur l'exemple du christianisme parce que c'est celui qui va nous être le plus familier. Dans l'évangile de Saint Jean, qui est donc un des 3 évangiles canoniques qui forment la Bible, donc la version exotérique des enseignements de Jésus-Christ, les 3 premiers versets sont: verset 1, au commencement était le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Verset 2, il était au commencement en Dieu. Verset 3, c'est par lui que tout est venu à l'existence et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. C'est comme si, supposément 1500 ou 2000 ans après l'écriture de la Genèse, Saint Jean nous faisait une traduction de la Genèse. On va regarder un petit peu plus en détail ce qu'il y a dans la Genèse, qui est le premier livre de l'Ancien Testament. Je rappelle que l'Ancien Testament est commun aux 3 grandes religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Au début du texte, il est dit qu'il y a le ciel et la terre est décrite à ce stade comme informe et vide. Ce sont vraiment les mots dans le texte. Et là, on a le fameux « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut ». Dieu crée donc la lumière par sa parole. Ensuite, Dieu, il sépare la lumière des ténèbres, et il leur donne des noms. Il appelle la lumière jour, et il appelle les ténèbres nuit. Ensuite, il sépare les eaux du firmament, et il appelle ce firmament ciel. Ensuite, il rassemble les eaux pour laisser apparaître la terre ferme. Et de nouveau, il donne des noms. Il appelle la terre ferme terre, et il appelle les eaux mer. La terre, au début du texte, elle était informe et vide. Désormais, il vient de lui donner un nom. Il l'a appelée terre. En faisant ça, c'est comme s'il lui donnait son existence propre, et désormais il peut s'adresser à elle. Il le fait, il s'adresse à elle. Il lui demande de produire, de créer des plantes, des arbres, des semences, etc. Et la terre s'exécute et le fait. Ensuite, Dieu crée quelques autres trucs, il crée les animaux, et puis il finit par créer l'homme à son image. Et là, il s'adresse à l'homme, et il demande à l'homme de nommer les animaux. Cette allégorie montre en fait que le pouvoir créateur de Dieu par le Verbe, par la parole, il le transfère à l'homme, puisqu'il demande à l'homme de nommer lui-même les animaux. En métaphysique, on dit que nommer, c'est créer. Je vais citer quelques exemples. Vous voyez cette chaise,
sur laquelle je suis assise. Si elle ne s'appelle pas chaise, et en fait, elle n'existe pas vraiment. En fait, je suis assise sur la pièce dans laquelle je suis. Autre exemple, je me balade dans la nature, je me promène devant un champ et j'admire les jolies fleurs. Et si ces fleurs n'avaient pas de nom, en fait, je serais en train d'admirer le champ. Et si ce champ n'avait pas de nom, eh bien, je serais en train d'admirer la nature, par exemple. Donc, en fait, c'est comme si nommer, c'était créer, donner une identité dans un espace-temps, en fait. Voilà, identifier une forme, quelque chose qui existe, lui donner une existence propre. Pour que cela soit un peu plus concret, je vais citer quelques exemples. Ça va être des exemples personnels, c'est pas par besoin de parler de moi, c'est parce que 93% de la communication se passe au niveau inconscient et que notre inconscient flaire de suite les mensonges et que je préfère que ce que je vous raconte ait un parfum de vérité. Peut-être dans ces exemples pourrez-vous voir des analogies avec des choses que vous avez vécues vous-même. Je suis un jour avec l'amie d'une copine, et donc la fille de ma copine me montre qu'elle a un gros bouton de fièvre. Et je lui explique une technique que j'ai pour lui faire passer, parce qu'effectivement, il m'arrive 1, 2, 3 fois par an d'avoir un bouton de fièvre, c'est systématiquement dans des périodes où je travaille beaucoup trop, et où je dors vraiment pas assez. Donc je lui explique bien la technique. Le lendemain, je me réveille avec un super bouton de fièvre, alors que je suis en vacances depuis plusieurs jours, donc je ne travaille pas, et je dors comme un bébé, et plutôt beaucoup. Donc le truc, à la base, était pas censé arriver. Sauf que la veille, j'ai parlé de cette super technique à utiliser, du coup j'ai dû l'utiliser le lendemain. Donc là, je l'ai pris un petit peu dans les dents, si je puis dire. Je peux citer un autre exemple qui m'est arrivé également et qui, cette fois, est positif. Comme ça, on voit que c'est pas toujours que dans le négatif non plus. Je dois partir en voyage pour 5 semaines. Et je vois avec ma voisine quelques petites bricoles qu'elle peut faire chez moi pour m'arranger pendant que je ne suis pas là. Et en l'occurrence, je lui demande si elle veut bien ramasser mon courrier lorsqu'il pleut, parce que ma boîte à lettres prend l'eau. Et ma voisine me dit, mais t'as pas un tapis de pub à mettre au fond de ta boîte aux lettres? Et je lui dis, ben non, parce que ça fait 2 ans que j'ai pas de pub sur ma boîte aux lettres, donc depuis j'en ai plus. Ok, très bien, je ne résous absolument pas la question, j'avais limite même complètement oublié, et le lendemain je vais à la boîte aux lettres une dernière fois pour voir s'il y avait du courrier, et là j'avais un magnifique tapis de pub comme ça au fond de ma boîte à lettres. Il y avait qu'à demander en fait. Je précise que quand je suis rentré 5 semaines plus tard de voyage, il n'y avait pas une seule publicité complémentaire dans ma boîte aux lettres, donc simplement voilà. Mes mots avaient créé quelque chose. Dernier exemple qui vous est peut-être déjà arrivé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de souffrir de quelque chose, par exemple d'un problème de dos, ou quelque chose comme ça, un problème physique, un muscle, une articulation, et d'avoir finalement réussi à passer le cap, à en guérir, et lorsque vous en parlez à quelqu'un, en fait, eh bien le problème revient. Comme si en fait on recréait la vibration et que on l'a réactivé et que le truc revenait. Je sais pas si cela vous est déjà arrivé, je sais que ça arrive, moi ça m'arrive de temps en temps, et c'est arrivé à bon nombre de personnes que je connais. Voilà, donc je disais qu'en métaphysique, on dit que nommer, c'est créer, et pourquoi pas même recréer avec l'exemple que je viens de citer de ces douleurs qui peuvent revenir. Les mots, en fait, ils viennent donc de ce qu'on peut appeler la parole, ou le verbe. Et de nos mots sort une vibration créatrice, une énergie. Et cette vibration que l'on émet, eh bien, il y a quelqu'un qui la reçoit, forcément. À ce stade, si nous étions en stage, je vous proposerais une expérience. Là, nous sommes en vidéo, donc je sais pas trop comment on peut faire. Si certains d'entre vous ont envie de le vivre comme une expérience, vous pourrez le faire en mettant sur pause. Je vais vous dire quelques phrases, en vous tutoyant, pour que ça ait l'air d'être plus dans le vrai. Vous pourriez par exemple vous imaginer que c'est votre chérie, votre compagne, votre compagnon, qui vous dit cela. Ou, à défaut de chérie, pourquoi pas prendre votre ex, mais ça pourrait aussi être un enfant, un proche, une amie, peu importe. Je vais donc vous tutoyer pour que ça ait l'air de paraître plus dans le vrai, et si vous voulez vraiment expérimenter ce que cela vous fait, eh bien il va s'agir de mettre sur pause dès que j'ai fini une phrase en fait pour voir ce que ça vous fait. Je vais dire plusieurs phrases, à chaque fois ce sera sous 2 versions différentes, et l'idée c'est de ressentir en fait ce que chaque version de la phrase produit sur vous. Un petit peu la vibration que vous recevez. Bon, si vous voulez tenter l'expérience, je vous invite à vous installer confortablement, à décroiser les bras, à décroiser les jambes parce que ça coupe l'énergie, à poser vos pieds au sol, et à chaque fois je vais dire nouvelle phrase, et je dirai version 1, version 2, donc l'idée c'est de mettre sur pause à la fin de la version 1 pour voir ce que ça vous fait, et c'est de mettre sur pause à la fin de la version 2, et de comparer la différence entre les deux.
Alors vous pouvez faire l'exercice ou pas. En attendant, je pense que vous comprendrez quand même le sens, mais c'est sûr que si vous le vivez, eh bien ce sera d'autant plus clair. Allez, c'est parti. Première phrase. Version 1. Tu es répugnant, ça me dégoûte. Version 2. Je trouve ce que tu fais répugnant, je suis dégoûté. Phrase 2. Version 1. C'est toujours moi qui fais tout ici. Version 2. Depuis 2 semaines, c'est moi qui fais 2 heures de rangement tous les soirs. C'est trop pour moi, j'ai besoin d'aide. Phrase 3. Version 1. De toute façon, je sais que tu t'en fous de moi. Version 2. J'ai vraiment l'impression de ne pas être importante pour toi. Phrase 4. Version 1. Pourquoi tu ne m'écoutes jamais quand je te parle? Version 2. J'ai souvent le sentiment de ne pas être entendu. Dis-moi quand tu seras dispo pour parler. Phrase 5. Version 1. Tu me fatigues, tu vas me tuer à ce rythme-là. Version 2. Je suis fatiguée, je ne vais pas tenir à ce rythme-là. 6e et dernière phrase, attention, c'est du lourd. Version 1. Tu es monstrueux, c'est inacceptable, personne ne peut admettre une chose pareille. Version 2. C'est trop pour moi, je ne peux ni accepter ni admettre ça. Si vous aviez fait l'exercice, prenez une bonne respiration, étirez-vous, et puis revenez parmi nous, nous allons débriefer là-dessus. Ce qui est compliqué avec la communication, c'est qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais on ne peut pas ne pas communiquer. Et ce qui est bien dommage, c'est qu'on ne nous a pas appris à l'école à le faire correctement. Donc on est obligé de le réapprendre une fois que l'on est adulte. Dans la communication, il y a des gros freins, des gros couacs, on va appeler ça comme ça. Il y a les généralisations. Les généralisations, c'est quand l'on emploie des mots tels que rien ou tout, toujours ou jamais, ou tout le temps, personne ou tout le monde. Ça, voilà, c'est des généralisations, et il y a très très peu de cas où c'est la réalité. Donc quand on dit quelque chose comme ça, en face, le comportement, c'est « je me braque ». Que ce soit consciemment, peut-être, mais en tout cas, inconsciemment, c'est sûr, l'autre en face, il est braqué. Il y a également les affirmations. Les affirmations, c'est quand je dis des choses en les faisant passer pour des vérités absolues. Bien souvent, les affirmations vont commencer par C, C''EST. Il y a, bien entendu, les jugements que l'on peut émettre, mais il y a aussi les interprétations. Ça veut pas dire qu'on peut pas donner notre avis, mais c'est important de pas faire passer des vessies pour des lanternes. Donc quand je communique, si je donne mon avis, il faut bien que je précise que je donne mon avis. On a une langue française qui est relativement riche, on peut dire je trouve que, il me semble que, là je crois que, là il me pense. On a pléthore de mots pour exprimer que l'on donne son avis. Le problème, c'est donc pas de donner son avis, c'est de faire passer son avis pour une vérité, en le posant comme une affirmation. Ensuite, les 2 plus gros quoi qui vont peut-être le plus braquer l'autre en face, c'est l'emploi du mot tu et l'emploi du verbe être. On dit du tu qu'il tue la communication. On parle de la communication klaxon. Tu. Le tu, il accuse. Il met l'autre directement dans une position sur la défensive. Ça veut pas dire qu'on peut pas utiliser tu dans ces phrases, mais on va voir dans des exemples que l'on va prendre à quel endroit on l'utilise et comment. En fait, il s'agit de sortir de l'accusation. Et ensuite, il y a le verbe être. Ce verbe, il est hyper important. Comme son nom l'indique, il touche à l'être, donc à l'identité. Donc si on dit à quelqu'un « tu es », là, direct en face, il faut pas s'étonner si ça se braque. Il y a quelque chose d'intéressant qui n'existe pas dans notre langue et qui pourtant est riche. En espagnol, vous savez peut-être qu'il y a 2 mots pour dire le verbe être. Il y a le verbe ser, qui justement touche à l'identité, qui est quelque chose qui est un par nature en fait. Et il y a le verbe estar, qui lui parle de choses qui sont ponctuelles, qui sont sur le moment.
Bien que la liste que je présente ne soit pas tout à fait exhaustive, hein, je l'ai dit, on ne peut faire qu'un rapide tour du sujet dans une petite vidéo, j'ajouterai quand même dans c'est quoi qu'à la communication le déni de responsabilité, et notamment le fait de ne pas prendre la responsabilité de ce que l'on ressent en l'attribuant aux autres. Alors à tous les coups, ça va être mélangé avec des tu, peut-être même avec des tués, il va y avoir des affirmations, et etc. Alors comment on peut s'en sortir avec tout ça pour essayer de pas tomber dans ces pièges? Eh bien, au lieu de généraliser, je vais préciser. Au lieu d'affirmer, de juger ou d'interpréter, eh bien, je vais bien préciser quand je donne mon avis. Que j'expose mon avis en tant que tel, je l'ai dit, on a une langue qui est suffisamment riche pour cela. Au lieu du pronom tu, eh bien, je vais parler en je. Parler en je, c'est pas moi je, on est d'accord. Et en plus, à l'école, on nous a peut-être appris justement que c'était pas bien de parler de soi. Ouais, mais pour avoir une communication juste, eh bien, la communication, c'est de soi dont on doit parler. On va le voir dans les phrases. Et à la place du verbe être, si l'on a besoin de dire à quelqu'un que quelque chose qu'il a fait ne nous convient pas, eh bien parlons de ce qu'il a fait et non pas de ce qu'il est. Il s'agit de parler du faire et non pas de l'être qui, comme on l'a dit, touche à l'identité. Le tout en prenant la responsabilité de ce que je ressens plutôt que d'attribuer la responsabilité de mes ressentis à l'autre, alors que nous l'avons maintes fois expliqué, nos ressentis viennent de notre programme. Une des bases de la communication non violente, alias la CNV, c'est de bien dissocier les faits de nos interprétations de ces mêmes faits. C'est-à-dire qu'on peut poser du factuel, il s'est passé ci, il s'est passé ça, tu as dit ci, tu as dit ça. Ok, là vous voyez qu'il y a des tu du coup. Mais du coup là je parle de faits, l'autre il peut rien avoir à dire. Mais du coup, si je ne pose pas de jugement, d'interprétation et d'affirmation là-dessus, au moins j'ai posé les faits, on sait de quoi on parle. Et ensuite, derrière, c'est de dire ce que l'on ressent. Je vais pas rentrer plus en détail dans la CNV, tout simplement parce que nous n'en avons pas le temps. Maintenant, on va redérouler les phrases et on va voir tous ces éléments se mettre en place à l'intérieur des phrases. Alors ici, nous avons la première des 6 phrases, donc c'était « tu es répugnant, tu me dégoûtes ». Bon, déjà, on voit deux tu, on voit du tu es... Tu es répugnant, donc j'affirme que l'autre est répugnant, je le juge au passage, je lui dis tu es, donc là il se sent braqué total, et puis tu me dégoûtes, ça veut dire c'est toi qui es le responsable de mon ressenti. Si je remplace par je trouve ce que tu fais répugnant, je suis dégoûté, ou ça me dégoûte. Vous voyez comment la charge en fait est diminuée et comment la vibration que j'envoie à l'autre est différente. Phrase suivante. C'est toujours moi qui fais tout ici. Donc là, on en est en plein pot de généralisation avec toujours et tout. Donc il s'agit de préciser. Depuis 2 semaines, c'est moi qui fais 2 heures de rangement tous les soirs. Et là, un truc intéressant, c'est trop pour moi, j'ai besoin, donc là on exprime ce dont on a besoin, ça veut dire qu'il y a un objectif en fait derrière ce que je dis, c'est pas juste de me plaindre, de faire part du problème, je demande une solution, je dis que j'ai besoin d'aide. C'est important aussi ça d'apporter un objectif, c'est trop pour moi, j'ai besoin d'aide. Voilà donc une idée là-dessus. On a vu cette autre phrase, de toute façon, je sais que tu t'en fous de moi. Alors je sais, c'est du sûr, j'affirme. Tu t'en fous de moi, j'attaque l'autre direct. Si je remplace par j'ai vraiment l'impression que je ne suis pas importante pour toi, l'autre il va pouvoir l'entendre, il va me demander probablement ah bon comment ça se fait, voilà. Donc ça crée pas du tout la même ambiance dans la communication. Pourquoi tu ne m'écoutes jamais quand je te parle? Donc là on a le jamais hein, qui va braquer la communication d'entrée et puis on accuse l'autre avec le tu pardon. Si je lui dis j'ai souvent le sentiment de ne pas être entendu, je partage ce que je ressens. Ça, on peut pas dire que c'est pas vrai. Par contre, tu ne m'écoutes jamais, est-ce si sûr? Moi, quand quelqu'un me dit jamais, je dis jamais, et là, généralement, la personne se recadre. Idem, si la personne me dit toujours, je dis toujours, voilà, ben, ça invite directement l'autre à se recadrer. Et là, de nouveau, il y a un objectif qui est annoncé derrière. Enfin, voilà, on fait une demande à l'autre. Est-ce que tu peux prendre un moment pour m'écouter? Ou dis-moi quand tu seras dispo pour parler. Par exemple, là au moins la communication sert vraiment à quelque chose. On n'est pas dans le pur reproche, on est dans essayer de faire quelque chose de constructif. Tu me fatigues, tu vas me tuer à ce rythme-là. Bon, tu me fatigues, j'attribue à l'autre mon problème.
tu vas me tuer. Bon, c'est des grosses accusations, alors que si je lui dis je suis fatigué, je ne vais pas tenir à ce rythme-là, bah là, du coup, a priori, ça doit poser aucun problème en face d'entendre ça. Alors ça là, c'est le pompon. Tu es monstrueux, c'est inacceptable. Personne ne peut admettre une chose pareille. Donc tu attaques, attaque ton identité, tu es monstrueux, donc je dis que ton identité c'est d'être monstrueux. Je fais c'est une affirmation, il y a un jugement. Je dis c'est inacceptable. Alors là, j'affirme une généralité, c'est inacceptable. C'est, ça veut dire que c'est la vérité absolue. Personne ne peut admettre une chose pareille. Personne. Voilà, donc là on a encore une généralisation. Et après il y a le jugement, une chose pareille, donc on décrit pas vraiment ce qu'on dit, mais du coup l'autre là il en prend plein les dents. Si on remplace par c'est trop pour moi, je ne peux ni accepter ni admettre ça, eh bien ça devient une phrase qui est, en mon sens, tout à fait entendable. Alors premier point, peut-être avez-vous remarqué, c'est pas le cas de celle-ci mais que sur toutes les autres, quand on parle bien, eh bien on fait moins de raccourcis, et nos phrases sont un peu plus longues. Alors ici non, ici oui, parce qu'on pose en plus l'objectif de ce que l'on souhaite. Ici c'est à peu près pareil, là on précise. Donc plutôt que de dire des toujours et des tout, eh bien on précise ce que l'on dit. Donc oui, bien communiquer, ça peut prendre un tout petit peu plus de temps que les raccourcis que nous avons l'habitude de faire habituellement sans réfléchir. Mais est-ce que cela ne vous semble pas valoir le coup pour créer un peu de richesse dans la communication notamment? Alors j'ai un autre exemple ici. Tu m'as lâchement abandonné. Donc bien sûr le tu accuse, en plus on dit que l'autre est lâche. Et donc on dit j'ai été abandonné. Si je remplace par quand tu as quitté les lieux, je me suis senti seul, bien du coup l'autre n'a pas à se sentir attaqué. Alors je précise ici quelque chose d'intéressant au sujet d'un mot tel qu'abandonné, il y en a d'autres comme ça, il aurait par exemple rejeté, trahi, des choses comme ça. Si je dis quand tu as quitté les lieux, je me suis senti abandonné, il y a quand même, c'est pas abandonné, c'est pas vraiment, ça fait pas partie de la liste des sentiments par exemple, et c'est un faux ami dans la communication, même si je dis je me suis senti abandonné, l'autre il va quand même le prendre pour lui, parce que forcément si je me suis senti abandonné, c'est que quelqu'un m'a abandonné. Donc attention à ça, même si on le formule en je, ça peut braquer l'autre dans la communication. Par contre si on dit je me suis senti seul, ou si au lieu de dire je me suis senti rejeté, l'autre il va comprendre qu'on dit qu'il nous rejette, mais si je dis je me suis senti nulle et toute petite, ça lui posera pas de problème. Donc attention à ces faux amis, il faut pas les placer si on veut bien communiquer dans je me suis senti. Ça passera pas en face. Maintenant je vais vous parler de quelque chose que malheureusement je ne vais pas pouvoir clairement vous démontrer, mais je vais vous le raconter. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en stage ou en conférence et qui donne vraiment un effet bœuf sur l'assistance. Avez-vous déjà, par hasard, rencontré une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, et puis vous vous dites « Ah, ben on essaie de s'appeler et de se faire une bouffe ?» Vous avez remarqué comme ça marche bien? Il n'y a personne qui rappelle. Ceci, probablement pour deux raisons. La première, c'est « on ». On, c'est un mot qui n'engage personne, parce que personne ne se sent concerné, personne n'est nommé. On, c'est très vague. Du coup, personne ne se sent interpellé pour passer le fameux appel. En plus de ça, il y a le verbe essayer. Alors, on va plutôt, pour remplacer, on pourrait dire « dis-moi quand je peux t'appeler pour se caler une bouffe » ou « appelle-moi demain pour se caler une bouffe », par exemple. Là, au moins, déjà, celui qui appelle est nommé, et il n'y a pas le verbe essayer. Donc, c'est sur ce verbe essayer que je voudrais vous raconter quelque chose. Pour pouvoir réaliser de votre côté l'expérience que je vais vous décrire, il vous faudra un binôme, quelqu'un qui fasse l'expérience avec vous. Je vous préviens, le fait de connaître le résultat de l'expérience ne le modifiera pas, c'est ça qui est d'autant plus intéressant, c'est que même quand on le sait, eh bien cela se produit tout de même. Donc vous mettez en face de quelqu'un, et vous lui dites, s'il te plaît, tu vas tendre ton bras, donc l'autre il tend le bras, je vais appuyer dessus et tu vas essayer de tenir, ok ? Donc l'autre il dit oui, et puis là vous dites allez, j'appuie et tu essayes de tenir, et vous appuyez. Son bras va se baisser, il va sentir lui la force qu'il met, vous également. Et ensuite vous lui dites allez, tu retends le bras, donc le même bras bien évidemment, je dis maintenant je vais appuyer dessus, et cette fois tu vas tenir. Allez, j'appuie et tu tiens. Et là vous allez appuyer,
Et vous allez sentir, vous qui appuyez, la force considérable que vous êtes obligé de mettre par rapport à la fois précédente, tout ça pour que son bras descende beaucoup moins. Ensuite, vous allez vérifier auprès de l'autre s'il a eu le même ressenti. Et il va vous dire qu'il a eu le même ressenti. J'ai déjà fait cette expérience avec des dizaines de personnes. Il y a eu 2 fois où ça n'a pas marché. Je pense qu'il y a des gens qui veulent tellement pas qu'on leur apprenne des choses qu'ils préfèrent faire en sorte que ça fonctionne pas. Mais sinon, c'est assez incroyable parce que même en ayant déjà eu le résultat tel que je vous l'ai livré, eh bien vous allez voir que ça le fait quand même. Quand je le fais en stage, je le fais avec une personne, je le montre devant tout le monde et ensuite tout le monde se lève et le fait et ça fonctionne sur tout le monde, à 2 exceptions près sur les dizaines de personnes avec qui j'ai fait cette expérience. Ça nous montre vraiment le pouvoir des mots, le pouvoir de ce verbe essayer, rendez-vous compte. Même en sachant ce qui va se passer, eh bien, ça le fait quand même. Voilà le pouvoir que ce mot a sur notre cerveau. Donc, à votre avis, si je me dis, ah ben là, je vais essayer de faire ça, j'envoie quoi comme vibration? J'envoie directement la vibration de ma non-réussite. Donc, attention à l'emploi de ce mot. On va poursuivre un petit peu sur cette histoire de vibration. C'est un sujet que l'on a abordé dans les lois de l'univers. Alors je ne sais plus si c'était sur la vidéo 3/4 ou 4/4. Il a été question du fait que la vibration, c'est ce que l'on envoyait depuis notre centre d'énergie du cœur, et qui était en fait la combinaison d'une pensée qui venait d'un des 3 centres d'énergie du haut, et d'un ressenti qui venait des 3 centres d'énergie du bas, si j'arrive à suffisamment reculer. Et donc cette vibration, c'est la combinaison de la pensée et de l'émotion qui fait par notre cœur. Peut-être vous êtes-vous dit, si tout à l'heure vous avez fait l'exercice pour recevoir les phrases que je vous adressais, que je trichais parce que peut-être dans la première version j'avais un ton pas sympa alors que dans la deuxième, si. Mais en fait, si on y réfléchit bien, si je dis ça, tu es monstrueux, c'est inacceptable, personne ne peut admettre une chose pareille. Comment cela pourrait-il être autrement qu'avec ce ton-là? Ceci vient de ce que je pense. À ce que je pense est associée une émotion. Ce que je dis vient de ce que je pense, et donc forcément je le sors avec l'émotion associée. Ça veut dire que si je recable ma pensée en fait au départ, et que je suis capable de penser comme ça, pour être capable de dire comme ça, forcément que j'ai pas une émotion dégueulasse avec, et que c'est un truc beaucoup plus posé. Et donc, mon intention est différente, et donc la vibration que j'envoie est forcément différente. Pour synthétiser le propos que je tiens, c'est que ma façon de penser, en fait, c'est mon intention. Et de là vont être émis mon verbe, ma parole, donc mes mots, et avec eux la vibration créatrice qu'ils envoient. Donc, qu'est-ce que je veux créer? Est-ce que je veux créer un conflit, ou est-ce que je veux créer une communication avec une compréhension entre 2 êtres qui cherchent à se comprendre? Ça, c'est mon intention. Mais du coup, elle est déterminée par la manière dont je pense. Manière dont je pense qui est déterminée par mon programme, ainsi que nous l'avons vu dans la seconde vidéo de la série, le modèle du monde et le comme si. Programme qui, quant à lui, a été créé par mes habitudes, se renforce également par mes habitudes, et c'est également par mes habitudes que je peux le modifier si je choisis de le faire. Ceci dans une démarche d'acteur responsable qui souhaite s'améliorer soi-même. Comme nous l'avions dit, si je change de ma manière de penser, mon émotion se modifie. Ce que je dis ou ce que je fais est différent. Nous avions dit qu'il suffisait d'agir à un endroit pour que cela modifie tout l'ensemble. On retombe encore et toujours sur les mêmes choses. Heureusement, j'ai pas effacé mon tableau depuis la dernière fois. On est clairement toujours dans l'idée de se dissocier du brouhaha entre l'émotionnel et le mental pour, depuis le mental supérieur, pouvoir faire des choses différentes, prendre des décisions éclairées, mettre en place de nouvelles dispositions, de nouvelles habitudes. Je reviens sur cette notion d'intention qui est hyper importante. Quelque chose de très pertinent que l'on peut faire avant d'aller s'adresser à quelqu'un, c'est de se demander quelle est mon intention. Quelle est mon intention dans ce que je compte dire à cette personne? Est-ce que je compte initier une communication enrichissante dans laquelle on va essayer de se comprendre? Auquel cas, feu vert, que j'y aille. Ou est-ce que mon intention est en fait de faire culpabiliser cette personne, de lui faire des reproches, de passer mes nerfs sur elle, etc. Cette question de l'intention, elle est hyper importante, et si on prend le temps de se poser cette question avant d'aller dire quelque chose à quelqu'un, eh bien peut-être que ça va nous amener à reformuler du coup
notre pensée, ce qui va nous permettre de dire les choses différemment, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait notre intention, elle n'est pas juste, elle n'est pas impeccable. Nous sommes passés par beaucoup de choses en partant du verbe créateur, qui est exprimé dans les textes sacrés, en passant par des expériences concrètes, de voir comment l'on recevait une phrase dans une version, une phrase dans une autre version, pour nous rendre compte en fait de la vibration et du pouvoir créateur de nos mots. Et pourtant, à ce stade, nous n'avons en fait investigué que la moitié de ce à quoi nous amène le premier accord Toltec. Parce que la parole impeccable, nous venons de l'expérimenter vers l'extérieur, mais la parole impeccable, c'est aussi entre soi et soi. Et donc, toutes les règles que nous avons appliquées là, au cas des autres, sont également à appliquer pour soi-même. Peut-être que certains d'entre vous, comme moi, se parlent à eux-mêmes. Ceux qui se parlent à eux-mêmes, je sais, parce que j'en ai déjà parlé avec des amis, il y en a qui se disent je. Moi, personnellement, je me parle comme si j'étais deux entités, je me dis tu. Et je me réponds en plus. Bon, il y a d'autres personnes peut-être qui ne font pas ça ni l'un ni l'autre. Quoi qu'il en soit, le simple fait de penser, bien c'est quand même se parler à soi-même, même si ce n'est pas dit à voix haute. Alors comment est-ce qu'on se parle à soi-même? Déjà il y a le fond, qu'est-ce qu'on se dit? Et puis il y a la forme, comment est-ce qu'on se traite, si je puis exprimer cela comme ça. On peut très bien soi-même, justement dans ce concept que l'on a vu la fois précédente avec ce triangle juge, bourreau, victime, être son propre juge et se martyriser par la parole et du coup devenir sa propre victime. La victime de nos propres mots. Ces mots qui portent des vibrations créatrices comme nous venons de le voir tout au cours de cette vidéo. Je vais citer un exemple. Si je me dis « je suis nul », mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut rien dire, ça c'est une généralisation. Être complètement nul, je pense pas que ça puisse exister sur la planète. Mais si je spécifie, par exemple, moi je peux vous affirmer que je suis vraiment nul avec la colle. Tous les gens qui me connaissent le savent parfaitement, et dès qu'on me voit sortir un tube de colle, eh bien mes amis se ruent sur moi pour me dire « Non, on les touche pas Julie, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. » Merci beaucoup. Donc avec la colle, je suis nul. Mais du coup, c'est pas pareil de dire « Je suis nul avec la colle » que de dire « Je suis nul ». C'est vraiment pas du tout la même chose. Je vais pas aller plus loin sur le sujet d'entre soi et soi, l'idée c'est d'appliquer un petit peu tout ce que l'on a vu dans la communication avec les autres à soi-même également. Je vais pas doubler le temps de cette vidéo. Mais vous voyez un petit peu l'idée, et surtout il faut vraiment s'apercevoir que cette idée de la parole impeccable, ce n'est pas que aux autres qu'on la doit, c'est aussi, et peut-être même avant toute chose, à soi-même. Parce que peut-être que si on apprend à bien se respecter soi-même, eh bien ce sera peut-être plus facile de respecter plus facilement les autres. Je vais faire un tout petit parallèle avec des choses dont nous avons brièvement parlé dans la vidéo sur le modèle du monde et le comme si, avec les croyances que les Toltecs appellent quant à eux des accords. Nous avons dit que les croyances, elles se mettaient en place essentiellement quand on était enfant, du fait de la communication avec les personnes qui, auprès de nous, font figure d'autorité, telles que papa, maman, pourquoi pas papy et mamie, le maître à l'école, l'entraîneur de foot, etc. Si j'entends à l'école « tu es nul », pénible cette mouche, excusez-moi. Si j'entends à l'école « tu es nul » plusieurs fois, eh bien je peux donc me forger cet accord, cette croyance que je suis nul. Alors que si l'instituteur me rend mon devoir de maths et me dit « ton devoir est nul », vous voyez la différence. On est avec ce tuer à toucher l'identité. Faut faire super attention avec ça. Si vous avez des enfants, vraiment, c'est vraiment le genre de choses à éviter. Et surtout, toujours bien penser à parler du faire, à parler du comportement, des actes, mais jamais de l'être. Parce que c'est vraiment le genre de truc qui induit des croyances chez les enfants. Bien sûr, si quand vous vous parlez à vous-même, vous avez l'habitude de dire je et pas tu, comme je le fais moi-même, c'est le je en fait qu'il faut exclure de la manière dont vous vous parlez. Avec par exemple cet exemple, je suis nul, c'est bête. Voilà. Si vous avez regardé cette vidéo avec des amis, des proches, eh bien ça peut être marrant de vous créer un petit code entre vous pour justement vous faire des bêtes quand vous entendez qu'il y en a un qui respecte pas ces règles de communication. Ça invite vachement à se recadrer. Je me rappelle qu'à une époque, je faisais ça avec une collègue au boulot, et donc quand elle m'entendait justement dire « Ah Julie, t'es nulle », elle me faisait « bêp », et du coup je reformulais, je disais « Ah Julie, t'as déconné là ». Voilà, c'est un petit exemple, ça peut être quelque chose de sympathique à faire avec ses amis et qui aide chacun à progresser. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère que ce sujet vous a semblé intéressant et qu'il vous a plu. Mettez un petit pouce si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Et nous nous retrouverons cette fois dans 15 jours. Je l'ai expliqué pendant plusieurs mois, il y a peu de chances que je sorte une vidéo par semaine, je vais plutôt être sur le rythme de une tous les 15 jours. Donc dans 15 jours, nous aurons un très très grand sujet sur l'étoile à 9 branches. L'étoile à 9 branches, métaphysique des nombres, donc nous parlerons entre autres de notre fameux 3, dont il a déjà été un tout petit peu question lorsque nous avons parlé de la Trinité. Et cette étoile à 9 branches, avec elle, on peut en fait expliquer la condition humaine aujourd'hui. Alors on verra comment on s'en sort avec ça, ça reste un grand sujet. Il sera bien entendu forcément question des lois de l'univers au passage, parce qu'il y aura des liens. Et pour ceux qui le souhaitent, eh bien, nous tracerons également une étoile à 9 branches pour l'ajouter à nos constructions déjà existantes. Voilà, je vous souhaite un très beau début d'année, une bonne reprise du travail si c'est le cas, que tout se passe bien pour vous, prenez soin de vous et nous nous retrouvons donc dans 15 jours. À très bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo.